Zotique par Clark Ashton Smith. Xitra. Longtemps l'été prodigue avait fait paître, tels de fiers étalons, ses soleils rouges sur les étendues des dunes, au bord des montagnes micrasiennes, à l'extrémité est du Sincor. Les torrents qui dévalaient les pics s'étaient transformés en filets d'eau ténue ou en bassins épars et asséchés. Les blocs de granit avaient été fendus par la chaleur, la terre nue s'était craquelée et crevassée. Les rares herbes basses avaient grillé jusqu'à la racine. Le jeune Xitra, responsable des chèvres noires et pie de son oncle Pornos, était obligé de s'aventurer chaque jour plus loin parmi les combes et les collines. Un soir, à la fin de l'été, il se retrouva dans une vallée inconnue, profonde et escarpée. Là, un lac frais et ombreux était alimenté par des sources invisibles, et ses rives en pente douce, couvertes d'herbages et de buissons, n'avaient pas entièrement perdu leur verdeur printanière. Surpris et enchanté, le jeune berger suivit son troupeau caprin jusqu'à ce paradis abrité. Il y avait peu de risque que les chèvres de Pornos s'échappassent d'un si beau pâturage. Xitra ne se fatigua donc pas à les surveiller plus longtemps. Captivé par ce qui l'entourait, il se mit à explorer la vallée, après avoir étanché sa soif dans les eaux claires qui pétillaient comme du vin coloré. À ses yeux, l'endroit était un véritable jardin d'agréments. Partout, de nouvelles merveilles l'insistaient à poursuivre son chemin, des fleurs que le soleil avait épargnées, aussi pâles et minuscules que les astres du soir. Des fougères odorantes ressemblant à du jade sculpté, nichées dans l'ombre humide des rochers, et même quelques baies oranges comestibles qui continuaient à mûrir bien après la saison, protégées par cette favorable réclusion. Oubliant la distance déjà parcourue, comme la colère de Pornos si le troupeau rentrait après l'heure de la traite, il s'enfonça plus profondément entre les rocs escarpés qui saignaient la vallée. De chaque côté, les versants devinrent plus raides, plus irréguliers. Le passage s'étrécit, puis il en atteignit le fond où une falaise accidentée barrait complètement la voie. Néanmoins, il trouva là quelque chose de plus attirant encore que les fleurs, les fougères et les baies. Devant lui, à la base de la paroi abrupte, il remarqua l'entrée mystérieuse d'une caverne. La pierre semblait s'être fendue juste avant qu'il n'arrivât. La ligne de clivage était nette et les fissures entourant l'ouverture n'avaient pas été colonisées par la mousse qui poussait partout ailleurs. Des bords crevassés de la grotte saillait un arbre rachitique dont le tronc arraché pendait dans les airs, tandis que sa racine principale gisait toujours au pied de Xitra. Étonné et curieux, le garçon jeta un coup d'œil dans la pénombre attrayante de la caverne, de laquelle émanait maintenant un léger souffle, aussi doux qu'inexplicable, qui lui caressait le visage tel un soupir parfumé. D'étranges odeurs flottaient dans l'air qu'il n'avait humé qu'en rêve, évoquant celle entêtante de l'encens sacré et la langueur opulente des fleurs opiacées. Elle perturbait les sens de Xitra et l'attirait, lui promettait des merveilles sans égales. La grotte paraissait être à la porte d'un monde inexploré, porte qui s'était expressément ouverte pour lui. D'une nature aventureuse et visionnaire, il ne se laissa pas dissuader par des craintes que d'autres eussent ressenties à sa place. Porté par une immense curiosité, il pénétra sans attendre dans la caverne avec en guise de flambeau une branche sèche et résineuse de l'arbre rabougri. Dès qu'il eut franchi le seuil, il fut avalé par un passage pentu aux voûtes grossières, ressemblant à la gorge de quelque monstrueux dragon. La flamme de la torche s'agitait, fumeuse, dans le vent chaud et odorant venu des profondeurs inconnues. L'inclinaison du sol augmenta dangereusement, mais Xitra poursuivit son exploration en empruntant les marches formées par les reliefs et les retraits de la pierre. Comme au cœur d'un rêve, pleinement absorbé par le mystère de sa découverte, il oublia le troupeau abandonné. Durant sa descente, il perdit toute notion du temps. Soudain, sa torche fut éteinte par un courant d'air chaud qui le balaya, souffle sournois et démoniaque. Le charme attirant fut un instant rompu, tandis qu'il trébuchait et cherchait à garder ses appuis sur la pente dangereuse. Pris d'un accès de panique, il essaya de rallumer la torche et constata, avant d'y parvenir, que l'obscurité n'était pas totale autour de lui, mais baignée d'une faible lueur dorée venue des profondeurs. Face à ce nouveau prodige, Xitra oublia son inquiétude et poursuivit son chemin. En bas de la longue pente, il franchit une arche de pierre basse et émergea dans une lumière aussi vive que celle du jour. Ébloui, affolé, il crut un instant que ses errements souterrains l'avaient ramené à la surface, dans quelque vallée insoupçonnée des montagnes micrasiennes.
Cependant, le paysage qui s'offrait à ses yeux ne faisait pas partie de ce Sincor frappé par la sécheresse estivale. Il ne distinguait ni collines ni sommets, pas plus que les cieux de saphir noir dans lesquels le soleil vieillissant, mais tyrannique, dardait ses implacables rayons sur les multiples royaumes de Zotique. Il se trouvait manifestement à la lisière d'une plaine fertile s'étirant à perte de vue vers la ligne dorée de l'horizon. Au loin, à travers la radiance vaporeuse, il discerna vaguement des masses imposantes, peut-être des flèches, des dômes ou des remparts. Une prairie plate s'étendait à ses pieds, couverte d'herbes vert-gris, denses et ondulées, mouchetées de fleurs étranges qui paraissaient bouger comme des yeux. Non loin de là, de l'autre côté de ce pré, de grands arbres aux branches amples formaient une sorte de verger, et le jeune berger distingua dans leur frondaison le rougeoiement d'innombrables fruits foncés. La plaine paraissait dépourvue d'habitants, aucun oiseau ne volait dans le ciel éclatant, ni ne se perchait sur les rameaux copieusement garnis. Il n'y avait aucun bruit, à part le soupir sibilant des feuilles dans l'air, chargé de senteur, un son auquel se mêlait imperceptiblement un autre, élusif et inquiétant, semblable à celui d'une multitude invisible de petits serpents. Pour le garçon venu des collines arides, ce royaume enclavé constituait un Éden de plaisirs inconnus, une terre verdoyante et généreuse. L'espace d'un instant, il fut saisi par l'étrangeté de l'endroit, par la vitalité insolite et surnaturelle qui infusait tout le paysage. Des flocons de feu paraissaient tomber du ciel puis fondre dans l'air ondulant, tandis que les brins d'herbe se tordaient de manière écœurante. Les yeux floraux soutenaient volontairement son regard, les arbres palpitaient comme gorgés d'un ichor sanguin. Le sifflement des vipères parmi les feuilles devinrent de plus en plus forts et nets. Malgré tous ces mystères, une seule pensée retenait Xitra. Une région aussi belle et aussi fertile devait avoir un propriétaire méfiant, qui risquait de s'irriter de son intrusion. Il scruta attentivement la plaine déserte, jugeant que personne ne le voyait. Il céda au désir qu'avaient suscité en lui les fruits rouges et luxuriants. Il s'élança vers les arbres les plus proches. La terre était élastique sous ses pieds, presque vivante. Autour de lui, les branches ployaient sous le poids de globes scintillants. Il cueillit plusieurs gros fruits qu'il fourra dans sa tunique élimée. Puis, incapable de résister plus longtemps, il porta l'un d'eux à sa bouche. Ses dents entamèrent facilement la peau, et il eut l'impression qu'un vin royal sucré et puissant coulait dans sa gorge. Sa poitrine s'emplit d'une chaleur vive qui manqua de le suffoquer. Une fièvre étrange chantait dans ses oreilles et affolait ses sens. Des faits disparut rapidement, et sa rêverie fut interrompue par une cascade de voix tombées du ciel. Il sut aussitôt que ces voix n'étaient pas humaines. Elles saturaient l'air comme de funestes roulements de tambours chargés d'échos menaçants, mais paraissaient s'exprimer de manière articulée. Dans une langue incompréhensible, Xitra scruta les branchages au-dessus de lui, et ce qu'il y vit le terrorisa. Deux êtres colossaux, aussi hauts que les tours des gardes des montagnards, dominaient les cimes, qui leur arrivaient à peine à la taille. Ils étaient apparus comme par magie, sortis du sol verdoyant ou des cieux dorés. Les bosquets réduits à des buissons par leur stature n'auraient pu les dissimuler. Leur corps était entièrement recouvert d'armures lugubres d'un noir mat, semblable à celles que pouvaient porter les démons au service de Tassaïdon, seigneur des gouffres sans fond. Xitra était sûr qu'il l'avait vu, et leurs paroles énigmatiques concernaient peut-être sa présence. Il se mit à trembler, convaincu de s'être introduit dans le jardin des génies. Plus il les contemplait, plus l'aspect de ces géants le terrifiait. Il ne pouvait distinguer leurs traits sous les visières de leurs casques sombres penchés sur lui, mais des points ardents, rouges et jaunes, qui brûlaient à la manière vive des feux follets, se mouvaient dans le vide obscur de leur visage, à l'endroit où auraient dû se trouver leurs yeux. Les frondaisons luxuriantes ne pouvaient protéger le berger du regard inquisiteur de ses gardiens sur les terres desquelles il venait de faire irruption. La culpabilité le submergea. Les feuilles sibilantes, les voix de tambour, des apparitions, des fleurs en forme d'yeux, tout semblait l'accuser d'intrusion et de vol. Dans le même temps, un sentiment vague, étrange et inconscient le fit douter de sa propre identité. Imperceptiblement, il n'était plus Xitra, le berger, mais un autre, qui avait trouvé ce royaume de lumière dorée et mangé le fruit rouge sombre. Cet alter ego n'avait ni nom ni souvenir formel, mais des murmures indistincts et des lueurs confuses papillonnantes s'émissaient parmi les ombres agitées de son esprit. Il ressentit de nouveau l'étrange chaleur et la fièvre subite
qui avait suivi sa dégustation. Un vif éclat fendit le feuillage dans sa direction et le tira de ses considérations. Qu'il se fût agi d'un éclair jailli du ciel dégagé ou d'une épée brandie par l'un des géants, il ne le sut jamais. La lumière l'éblouit. Pris d'une peur incontrôlable, il recula et s'enfuit, presque aveugle, à travers la prairie. Au travers des volutes colorées, il distingua dans la falaise lisse qui s'élevait à perte de vue l'arche de la caverne par laquelle il était venu. Derrière lui, il entendit un roulement de tonnerre semblable à celui d'un orage de chaleur ou au rire d'un colosse. Sans s'arrêter pour récupérer la torche toujours allumée qu'il avait déposée à l'entrée, Xitra se précipita dans la grotte obscure. Dans une boue aussi marécageuse que les rives du Styx, il parvint à gravir la périlleuse montée, titubant, hésitant, se cognant à chaque virage. Il arriva enfin à la sortie dans la vallée cachée parmi les collines du Cincor. Il constata avec une grande consternation que la nuit était tombée durant son séjour dans le monde au-delà de la caverne. Les étoiles se massaient au-dessus des reliefs austères et escarpés autour de la vallée, et un croissant d'ivoire à la corne effilée déchirait le ciel d'un violet passé. Redoutant toujours que les géants fussent sur ses talons, Xitra se hâta de rejoindre le petit lac, rassembla son troupeau et le mena dans la pénombre sur le chemin du retour. Le trajet de plusieurs milles fut émaillé d'accès de fièvre qui montaient et retombaient, accompagnés d'étranges fantaisies. Il oublia sa peur de Pornos, oublia complètement qu'il était Xitra, le pauvre et humble berger. Il regagnait une demeure autre que la hutte sordide de Pornos, faite d'argile et de fagots. Dans une cité aux dômes imposants, des portes de métal lustré allaient s'ouvrir pour lui. Des bannières aux couleurs vives claqueraient dans l'air parfumé et au son des trompettes d'argent, les voix d'odalisques blondes et de chambellans noirs acclameraient leur roi dans la salle aux 1000 colonnes. La pompe antique de la royauté, aussi familière que l'air ou la lumière, l'entourerait, et lui, Améro, fraîchement couronné, régnerait à la suite de ses pairs sur le Calise, au bord de la mer d'Orient. Dans sa capitale, sur des chameaux hirsutes, les fières tribus du Sud lui apporteraient leurs subsides de vin, de dattes et de saphirs du désert, et les galères venues d'îles au-delà du Levant encombreraient ses quais de leurs tribus bisannuelles d'épices et de tissus curieusement teints. Tels étaient les fantasmes qui peuplaient l'esprit de Xitra. Ils surgissaient avant de disparaître, comme des hallucinations. Le délire allait et venait, plus clair que les souvenirs de son quotidien, et il fut de nouveau le neveu de Pornos, qui rentrait en retard avec son troupeau, hébété, submergé par une appréhension confuse. Telle une lame qui s'abat, la lune rouge s'était couchée parmi les collines sombres quand Xitra atteignit l'enclos de bois rustique des chèvres de Pornos. Comme il le pensait, le vieil homme l'attendait à la porte, une lanterne en terre cuite dans une main et un bâton d'églantier dans l'autre. Il se mit à insulter le garçon avec une véhémence à demi sénile, agita son bâton, menaça de le battre pour le punir de son retard. Xitra ne broncha pas. Il était de nouveau Améro, jeune roi du Calise, qui contemplait avec un certain effarement, à la lumière de la lanterne agitée, cet ancêtre rance et puant qu'il ne reconnaissait pas. Il comprenait à peine ses paroles, s'étonnait de sa colère qui ne l'effrayait pas. Ses narines sensibles, habituées à ne respirer que des parfums délicats, ne supportaient pas l'odeur des chèvres. Interloqué, il entendit les bêlements du troupeau fatigué et regarda avec une grande surprise les plessis de l'enclos de la hutte. « Est-ce donc pour ça que je me suis saigné aux 4 veines pour élever l'orphelin de ma sœur? Maudite fausse couche de vache, chacal ingrat! S'il manque une laitière ou un seul petit, je t'écorcherai les cuisses aux épaules. » Pornos, jugeant que le silence du jeune homme prouvait son obstination, entreprit de le rouer de coups de bâton. Au premier impact, le nuage éclatant disparut de l'esprit de Xitra. Il esquiva habilement la verge d'églantier et tenta de parler à son oncle du pâturage fabuleux qu'il avait découvert entre les collines stériles. Le vieillard cessa de le frapper, et le berger lui raconta comment il avait parcouru l'étrange caverne pour déboucher sur des terres insoupçonnées. Afin d'étayer ses dires, il plongea la main dans sa tunique à la recherche des pommes rouge sang qu'il avait volées. À sa grande surprise, les fruits s'étaient volatilisés, et il ne savait pas s'il les avait perdus dans le noir ou s'ils avaient disparu par l'action de quelque insidieuse nécromancie. Pornos écouta tout d'abord son neveu avec un scepticisme manifeste, l'interrompant régulièrement de ses réprimandes. Et tandis que le jeune homme continuait son histoire, il se tut, et quand le récit fut terminé, il cria d'une voix tremblante: « Maudit soit ce jour, car tu as erré parmi les enchantements.
En vérité, il n'y a pas de lac dans les collines et aucun berger n'y a jamais trouvé de pâturage encore vert en cette saison. Toutes ces choses n'étaient qu'illusions destinées à t'égarer, et je pense que cette caverne extraordinaire donnait sur les enfers. Mes pères m'ont dit que les jardins de Tassaïdon, roi des 7 mondes souterrains, affleuraient presque la surface dans cette région. D'autres failles se sont déjà ouvertes par le passé, telles des portes. Les mortels qui y ont pénétré sans le savoir dans ces jardins ont tous été tentés par le fruit et l'ont goûté. Mais ils n'y ont gagné que la folie, l'inquiétude et une longue damnation, car le démon, dit-on, n'oublie pas le vol de la moindre pomme et finit toujours par réclamer son dû. Malheur, le lait sera aigre pendant une lune entière à cause de l'herbe que les chèvres ont broutée dans ces lieux ensorcelés. Et après toute la nourriture et l'attention que je t'ai consacrée, me voilà contraint de trouver un autre jouvenceau pour garder le troupeau. Une fois encore, tandis qu'il écoutait son oncle, Xitra fut envahi par les brumes ardentes du délire. « Vieil homme, je ne te connais point. J'ai dû m'égarer ici. Pourrais-tu avoir l'obligeance de m'indiquer le royaume de Calise? J'en suis le souverain, récemment couronné, dans la haute cité de Shaitaïr, sur lesquels mes ancêtres ont régné durant 1000 ans. Aïe, il a perdu la tête. Ces folles idées proviennent de la pomme du démon qu'il a croquée. Cesse ces élucubrations et viens m'aider à traire les chèvres. Tu n'es que le fils de ma sœur, Askli, né il y a 19 ans, après la mort de ton père, emporté par la dysenterie. Askli n'a pas survécu et moi, Pornos, t'ai élevé comme mon fils, avec les chèvres en guise de mère. Je dois regagner mon royaume. Je suis perdu dans les ténèbres, entouré de choses étranges et menaçantes. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé ici. Vieil homme, tu vas me nourrir et m'héberger pour la nuit. À l'aube, je partirai pour Shaitaïr, sur la côte de la mer d'Orient. D'un geste tremblant et sans cesser de marmonner, Pornos leva sa lanterne vers le visage du garçon. Il lui sembla contempler un inconnu dont les yeux écarquillés de surprise renvoyaient par quelques prodiges les lueurs des lampes dorées. Il n'y avait rien d'agressif dans le comportement de Xitra, juste une sorte de fierté douce et froide. Il portait sa tunique usée avec une grâce insolite. Mais il était fou, sans aucun doute, car ses manières et ses paroles restaient incompréhensibles. Pornos n'insista pas et tout en murmurant dans sa barbe, se consacra à la traite. Xitra se réveilla dans l'eau blanche et contempla avec un grand étonnement les murs de boue du taudis où il logeait depuis sa naissance. Tout lui paraissait déroutant, étranger, et plus que tout le reste, ses vêtements grossiers et sa peau basanée qui convenaient bien peu au roi Améro, le perturbaient. Cette situation était proprement inexplicable, et il avait une envie impérieuse de retourner chez lui. Il se leva lentement de la couche d'herbe séchée qui lui avait servi de lit. Pornos, allongé dans un coin opposé, dormait toujours du sommeil de l'âge et de la sénescence. Et Xitra prit soin de ne pas le réveiller. Cet ancêtre répugnant qui l'avait accueilli la veille au soir dans sa hutte fétide et lui avait servi du pain de millet rassis, du lait et du fromage de chèvre au goût prononcé, le dégoûtait et l'étonnait. Le jeune homme n'avait guère prêté attention aux marmonnements et aux objurgations de Pornos. Pourtant, il était manifeste que le vieux berger doutait de son rang et nourrissait par ailleurs de singulières illusions sur son identité. Xitra quitta le taudis pour suivre un sentier à travers les collines rocailleuses. Il ignorait où ce chemin le mènerait, mais considérait que le Calise, région la plus à l'est de Zotique, se trouvait quelque part sous le soleil levant. Devant lui, les vals verdoyants de son royaume formaient des mirages flottants, et les dômes épanouis de Shaitaïr s'accumulaient comme les nuages d'une aube à l'horizon. Il ne parvenait pas à se souvenir des circonstances de son départ et de son voyage. Néanmoins, la terre sur laquelle il régnait ne pouvait être loin. Le sentier sinua entre des crêtes moins élevées et Xitra arriva au hameau de Sith, dont les habitants le connaissaient. Désormais, l'endroit lui était étranger, cercle de taudis crasseux au toit bas qui puaient et suintaient sous le soleil. Les villageois se massèrent autour de lui, l'appelèrent par son nom, puis le regardèrent en s'esclaffant quand il leur demanda la direction du Calise. Personne, semblait-il, n'avait jamais entendu parler de ce royaume ni de la cité de Shaitaïr, et tous se moquèrent des curieuses manières de Xitra et de ses questions absurdes. Les enfants lui jetèrent des cailloux et des mottes de terre sèche, et il fut ainsi chassé de Sith sur la route qui menait du Sincor aux plaines avoisinantes du pays de Zel. Se raccrochant aux visions de son royaume perdu, le jeune homme erra pendant plusieurs lunes dans Zotique.
Les gens le raillaient quand il évoquait son rang ou les questionnait au sujet du calice. Néanmoins, plusieurs personnes qui considéraient la démence comme une chose sacrée lui offrirent le gîte et les couverts. Parmi les immenses vignes du Zèle et les 1000 cités de l'Instanam, par les cols tempétueux de Limorth, où la neige tardait en ce début d'automne, à travers les pâles déserts du sel du Dir et les jungles infestées de pitons de Langat, Xitra suivit ce rêve éclatant, impérial, qui constituait désormais son unique souvenir. Toujours vers l'est, il marcha, se joignant parfois à des caravanes dont les membres pensaient que la compagnie d'un fou pourrait leur porter chance. Souvent, pourtant, il voyagea seul. Par moments, l'espace d'un instant, son rêve lui échappait, et il redevenait simple berger perdu dans les royaumes étrangers qui se languissaient des collines arides du Sincor. Puis de nouveau il se rappelait sa souveraineté, les opulents jardins de Chatair, et les fiers palais, les noms et les visages de ceux qui le servaient depuis la mort de son père, le roi Eldamak, et sa propre accession au trône. Plus souvent que les autres lui revenaient les souvenirs d'une soirée de printemps, seul sur la terrasse et du palais. Il avait humé le parfum languide des fleurs mêlé à l'odeur iodée de la mer et observé le puissant astre Canopus, au milieu de sa course entre les lignes basses de l'horizon et le zénith. Il était resté là empli d'une joie mystique et d'une douleur obscure, tandis que la nuit se parait d'un violet plus profond et que les étoiles mineures venaient peupler le ciel. Au milieu de l'hiver, dans la ville lointaine de Shakarag, Xitra rencontra des vendeurs d'amulettes originaires de Steim, qui lui lancèrent d'étranges sourires quand il leur demanda comment se rendre au calice, et échangèrent des clins d'œil lorsqu'il évoqua son rang. Les marchands lui assurèrent que son royaume se trouvait à plusieurs centaines de lieues au-delà de Shakarag sous le levant. « Gloire à toi, ô roi, lancèrent-ils, faussement obséquieux, que ton règne sur Chatair et tes sujets du calice soient longs et joyeux. » Xitra, trop réjoui d'entendre pour la première fois parler de son royaume, s'éloigna sans prêter attention aux rires et aux murmures des marchands. Aiguillonné par cette nouvelle, il ne s'attarda pas plus longtemps à Shakarag. Dans ses haillons légers, il brava les pluies violentes de l'hiver, traversa périlleusement les marais salés d'une mer intérieure, puis des étendues sauvages, rocailleuses et désertes, où seul résonnait le tumulte cliquetant d'une armée invisible. Il parvint sain et sauf sur les terres des tribus barbares qui l'accueillirent avec bienveillance, mais ne comprenaient pas sa langue. Son voyage le mena ensuite aux 4 cités de l'Atoad, dont les habitants gardaient difficilement leur sérieux, l'informèrent que le calice se trouvait encore à 1 lune de marche vers l'est. Sur la route, Xitra s'étonna peu à peu de ne croiser aucun voyageur venu de son royaume. Dans son souvenir, les marchands commerçaient abondamment avec les provinces voisines. Il se rappelait vaguement avoir entendu parler de l'Atoad comme d'un endroit reculé. Partout, on lui lançait des regards étranges lorsqu'il évoquait son royaume. Certains lui riaient au visage, d'autres, avec ironie, se contentaient de lui souhaiter bonne route. Quand un soir apparut le fragile croissant de la première lune du printemps, Xitra sut qu'il approchait de sa destination. À l'est, Canopus brillait haut dans le ciel, s'élevant parmi les étoiles les plus petites, comme cette fameuse nuit à Chatair sur le balcon de son palais. Son cœur bondit dans sa poitrine, à l'idée de retrouver son foyer, mais il restait confondu par l'aridité et l'hostilité de la région. Aucun voyageur ne circulait sur la route du calice et il ne croisa que quelques nomades qui s'enfuirent à son approche, telles des créatures du désert. La large voie était envahie d'herbes et de cactus. Seules les pluies d'hiver y creusaient des ornières. Le jeune homme finit par trouver une borne de pierre sculptée, un lion rugissant qui marquait la frontière ouest du calice. La tête de l'animal s'effritait, ses pattes et son corps, livrés depuis de longs siècles aux éléments, étaient couverts de lichen. De désarroi, le cœur de Xitra se glaça. Si sa mémoire ne lui faisait pas défaut, il était passé devant ce lion à peine 1 an plus tôt alors qu'il chassait la hyène en compagnie de son père Eldamak. Et la pierre était intacte. Depuis le bord du plateau qui formait la frontière, il contempla le calice en contrebas, dont les reliefs verdoyants se déroulaient naguère jusqu'à la mer. À sa grande surprise, il constata que les vastes champs étaient aussi secs qu'en automne. Les rivières étaient réduites à des filets d'eau perdus dans le sable. Les collines étaient aussi décharnées que des flancs de momies aux bandelettes arrachées. Et seules les rares plantes qui poussaient dans le désert au printemps émaillaient la plaine de verdure. Il crut distinguer au loin, au bord de la mer violette, les reflets des dômes de marbre de Chatair. Redoutant que son royaume n'eût été dévasté par quelque fléau né d'une magie hostile, il s'empressa de gagner la cité. Alors qu'il marchait dans l'air printanier, il constata que partout le sable avait envahi son empire.
Les champs étaient nus, les villages vides. Des huttes écroulées formaient des amas de gravats semblables à des tas de fumier. Et il semblait qu'un millier de saisons sèches avaient racorni les généreux vergers où ne subsistaient que quelques souches noires en décomposition. Il entra en fin d'après-midi dans Chataïr, jadis perle blanche de la mer orientale. Les rues et le port étaient déserts, le silence régnait sur les toits brisés et les murs en ruine. Les grandes obélisques de bronze avaient verdi à la façon des vestiges antiques. Les temples marmoréens des dieux du Calize menaçaient de s'effondrer. Presque à contre-cœur, craignant que ne fussent confirmés ses pressentiments, Xitra parvint enfin au palais des monarques. Il ne trouva, comme dans son souvenir, la gloire de marbre aux flèches tendues vers le ciel, en partie masquée par les amandiers en fleurs et les hauts jets d'eau des fontaines. Mais le palais l'attendait, entièrement délabré parmi les jardins dévastés, tandis qu'un crépuscule éphémère fonçait au-dessus de ses dômes, les transformant en de sombres mausolées. Il ne pouvait dire depuis combien de temps l'endroit était abandonné. Il était confus, et une peine et un désespoir intense le submergeaient. Personne ne l'attendait parmi les ruines. Cependant, alors qu'il approchait de l'aile ouest du bâtiment, il vit des ombres papillonnantes se détacher de la pénombre du portique. Des êtres étranges, vêtus de haillons putréfiés qui tombaient en lambeaux, s'avancèrent furtivement en se traînant sur les pavés fendus. Ils étaient nimbés d'une indicible horreur, mélange de crasse, de misère et de maladie. Xitra remarqua que certains d'entre eux avaient perdu une partie de leur visage ou de leurs membres, et que tous absorbaient les terribles stigmates de la lèpre. La gorge nouée, il ne put prononcer un mot, mais les lépreux l'acclamèrent de leurs cris rauques et de leurs coassements gutturaux, voyant peut-être en lui un nouveau paria venu s'installer avec eux parmi les ruines. « Qui êtes-vous pour habiter ainsi mon palais de Chataïr ? Voyez, je suis le roi Améro, fils d'Eldamak, revenu d'un pays lointain pour retrouver le trône du Calize. » À ces mots, de répugnants caquettements et ricanements parcoururent l'assemblée. « Nous sommes les seuls rois du Calize. Le désert règne ici depuis des siècles, et cela fait longtemps que la cité de Chataïr n'a plus d'habitants. Nous exceptés, que l'on a chassés de chez nous. Jeune homme, nous serons ravis de partager ce royaume avec toi. Un souverain de plus ou de moins n'a guère d'importance en ces lieux. » Alors, avec des rires obscènes, ils huèrent Xitra et se moquèrent de lui. Au milieu des fragments sombres de son rêve brisé, il fut incapable de leur répondre. Néanmoins, l'un des plus vieux lépreux, le visage et les membres presque entièrement rongés par la maladie, ne partageait pas l'hilarité de ses compagnons. Il sembla réfléchir, puis dit à Xitra, d'une voix sortie des profondeurs, du puits noir qui lui servait de gorge. « Je connais un peu l'histoire du Calize. Les noms d'Améro et d'Eldamak me sont familiers. Par le passé, des souverains les ont portés, mais je ne sais qui était le père ou le fils. Malheureusement, ils reposent désormais dans les cryptes profondes du palais avec le reste de leur dynastie. » Dans la grisaille du crépuscule, d'autres lépreux émergèrent de l'ombre des ruines et se rassemblèrent autour de Xitra. Quand ils apprirent qu'il avait affirmé sa royauté sur le désert, certains s'en allèrent pour revenir chargés de récipients d'eau croupie et de victuailles moisies, qu'ils lui offrirent en se prosternant cérémonieusement tels des chambellans devant un monarque. Bien qu'il fût affamé et déshydraté, Xitra se détourna, révulsé. Il s'enfuit parmi les jardins cendreux, les bouches des fontaines asséchées et des parcelles poussiéreuses. Derrière lui, il entendit les terribles éclats de rire des lépreux, dont la clameur diminua pourtant sans que ces derniers parussent le suivre. Il contourna, dans sa fuite, l'immense palais sans en rencontrer d'autres. Les ailes sud et est étaient désertes et plongées dans l'obscurité. Il ne prit pas la peine d'y entrer, convaincu qu'il n'y trouverait que des ruines et des choses pires encore que la désolation. Il s'arrêta là, dans la pénombre, près de l'aile est, submergé par la détresse et le désespoir. Mollement, avec un détachement digne d'un rêve, il se rendit peu à peu compte qu'il se tenait face à la mer, sur la terrasse même dont le souvenir avait hanté son voyage. Les anciens massifs de fleurs avaient disparu, les arbres avaient pourri dans leur peau brisée, et les grandes dalles de pierre étaient ravinées et fissurées. Les voiles de la nuit tombaient pourtant avec indulgence sur les ruines, et les flots soupiraient toujours sous le ciel violet. L'éclatant canopus montait à l'est alors que les autres étoiles luisaient encore faiblement. Amer était le cœur de Xitra.
rêveur berné par ses propres illusions. Il recula face à l'intense splendeur de Canopus, comme pour se protéger d'une flamme trop brillante. Mais avant qu'il eût pu se détourner, il lui sembla voir une colonne d'ombre plus sombre que la nuit et plus épaisse que des nuages sortir de la terrasse devant lui. Jaillissant de la pierre nue, elle grandit jusqu'à atteindre une taille colossale, occulta la radiance de l'astre pour prendre la forme d'un guerrier tout de mailles vêtu. Du haut de son incroyable stature, il parut baisser vers Xithra des yeux qui luisaient et remuaient, telles deux boules de feu dans l'ombre de son casque incliné. Confusément, de manière éthérée, Xithra se souvint d'un garçon qui avait gardé des chèvres sur des collines accablées de soleil. Un garçon qui avait un jour trouvé une caverne débouchant sur un verger immense et merveilleux. Et s'y était promené et avait mangé un fruit rouge foncé avant de s'enfuir face aux géants en armure noire, défenseurs des lieux. Il était de nouveau ce garçon, et restait pourtant le roi Améro, qui avait cherché son royaume à travers d'innombrables régions pour le retrouver enfin, abominablement dévasté. Alors que dans son esprit l'angoisse du berger coupable d'intrusion et de vol affrontait la fierté du roi, il entendit une voix qui roulait dans le ciel de printemps, fracas de tonnerre d'un orage lointain. « Je suis l'émissaire de Tassaïdon, chargé leur venue de retrouver ceux qui ont passé les portes souterraines de son jardin et en ont mangé les fruits. Ayant goûté leur chair, nul homme ne peut prétendre demeurer tel qu'il fut. À certains, les fruits apportent l'oubli, à d'autres la mémoire. Sache que, il y a fort longtemps dans une autre vie, tu as bien été le jeune roi Améro. Ce souvenir puissant a effacé ceux de ta vie présente et t'a poussé à partir en quête d'une terre perdue. Si cela est vrai, alors je suis doublement dépouillé. Car en tant qu'Améro, j'ai perdu mon trône et mon royaume, et en tant que Xithra, je ne puis plus oublier mon rang et me satisfaire de ma vie simple de berger. Écoute bien, car il y a un autre moyen. Tassaïdon est le maître de toute sorcellerie. Il peut doter de pouvoirs magiques ceux qui le servent et le reconnaissent comme leur maître. Prête-lui allégeance, promets-lui ton âme, et en échange le démon te récompensera sûrement, si c'est ce que tu souhaites. Sa nécromancie peut faire s'éveiller les choses enfouies du passé. Le roi Améro régnera sur le calice exactement comme avant. À nouveau, les visages morts et les champs déserts s'épanouiront. Il ne manquera pas un pétale à tes jardins, pas un éclat de pierre à tes mosaïques du temps, de la splendeur du Shadaïr. J'accepte ce marché. Je prête allégeance à Tassaïdon et lui offre mon âme si lui, en retour, me rend mon royaume. Ce n'est pas tout. Partiel est le souvenir de ton ancienne vie. Seul te restent ces années de jeunesse qui correspondent à ton âge actuel. Si tu choisis l'existence d'Améro, tu regretteras peut-être ce choix avec le temps. Or, si un tel regret te submerge au point de te faire oublier ton devoir et ton rang, sa magie cessera entièrement et partira en fumée. Qu'il en soit ainsi. J'accepte aussi cette clause. Dès qu'il eut prononcé ces mots, l'ombre qui masquait Canopus disparut. L'astre rayonnait d'une splendeur virginale, comme si aucun nuage ne l'avait jamais occulté. Et soudain, celui qui contemplait le ciel ne fut nul autre que le roi Améro. Xithra le berger, l'émissaire et le serment prêté à Tassaïdon n'avaient jamais existé. Les ruines de Shadaïr n'étaient plus que le rêve d'un prophète dément, et Améro humait le parfum des fleurs langoureuses mêlées à l'odeur salée des embruns. Le murmure grave de l'océan était ponctué des plaintes amoureuses des lyres et des rires aigus des esclaves venus du palais derrière lui. La nuit citadine bruissait d'une myriade de sons, ses sujets festoyaient en son honneur. Le cœur rempli d'une douleur mystique et d'une joie obscure, Améro se détourna des astres pour contempler les fenêtres illuminées de la demeure de son père et des lointaines flammes des milliers de flambeaux dont l'éclat affadissait celui des étoiles basses au-dessus de Shadaïr. Si l'on en croit les vieilles chroniques, le règne d'Améro fut long et florissant. Le calice tout entier prospérait dans la paix et l'abondance. La sécheresse du désert l'épargnait comme les tempêtes venues de l'océan. Les îles vassales et les terres environnantes envoyaient régulièrement leurs tribus au souverain. Bienheureux, Améro vivait parmi les superbes tapisseries des salles du palais, se délectait de vins et de mets royaux en écoutant les louanges de ses joueurs de luth, de ses chambellans et de ses maîtresses. Quand il entra dans l'âge mûr, la satiété qui guette le plus chanceux commença ponctuellement à se manifester.
À ces occasions, il délaissait les plaisirs écœurants de la cour pour s'intéresser aux fleurs et aux plantes ou aux vers des poètes anciens. Cela lui permettait de tenir à distance cet ennui, et, les affaires courantes ne pesant guère sur lui, Amero continuait de jouir de son rang. Cependant, à la fin d'un automne, les astres semblèrent se déchaîner sur le Calize. Portés par les ailes de dragons invisibles, les épidémies et la pestilence ravagèrent le royaume. Des galères pirates harcelèrent les habitants de la côte, à l'ouest. Les caravanes furent assaillies par de redoutables bandes de voleurs. Certains peuples féroces du désert déclarèrent la guerre aux villages près de la frontière sud. Le pays entier se lamentait en proie à la mort, à la tourmente et à d'innombrables maux. Amero s'inquiétait fort des appels à l'aide qu'on lui relayait chaque jour. N'ayant jamais eu à gérer de crise si grave, il demanda l'avis de sa cour mais fut mal conseillé. Les problèmes se multiplièrent. En l'absence de réaction des autorités, les sauvages du désert s'enhardirent. Les pirates se groupèrent tels des vautours des mers. La famine, la sécheresse et la peste divisèrent le royaume. Et le roi, amer, ne voyait pas comment venir à bout de ces fléaux. Sa couronne devint un fardeau trop lourd à porter, et pour oublier son impuissance et les affres du royaume, il s'adonna à de longues nuits de débauche. Mais le vin lui refusait son oubli, et les baisers de ses amantes ne suffisaient plus à son extase. Il chercha d'autres divertissements, convoqua d'étranges masques, mimes et bouffons, rassembla des chanteurs exotiques et des musiciens aux instruments primitifs. Chaque jour, il promettait une grande récompense à celui qui parviendrait à le distraire de ses préoccupations. Des ménestrels immortels interprétèrent les chansons endiablées et les ballades maléfiques du temps jadis. Les filles noires du nord, au corps moucheté d'ambre, exécutèrent des danses lascives. Des joueurs de cornes de chimère entonnèrent un air secret et dément. De sauvages percussionnistes martelèrent un rythme chaotique sur des tambours tendus de peau de cannibales, tandis que des hommes vêtus des écailles et fourrures de créatures, aussi mystiques, déambulaient grotesques dans le palais. Mais tout cela ne suffit pas à détourner le roi de ses sombres pensées. À l'après-midi, alors qu'il siégeait dans la salle des audiences, vint à lui un joueur de flûte aux habits frustes et élimés. Ses yeux brillaient comme des brandons, et son visage, aussi noir que le charbon, semblait buriné par des soleils lointains. Après un salut sommaire à Amero, il annonça qu'il était berger dans une vallée enclavée au-delà du couchant. « Ô roi, je connais les mélodies de l'oubli. Je les jouerai pour toi, mais je ne veux pas de récompense. Si par chance je parviens à te distraire, je demanderai mon propre guerdon en temps voulu. »« Alors joue, dans ce cas, » répondit Amero dont les paroles du jeune homme avaient quelque peu éveillé la curiosité. Aussitôt, sur sa flûte de pan en roseau, le berger noir entonna un air évoquant les cascades et les ondulations de l'eau dans des vals placides, le souffle du vent sur les sommets de collines isolées. Les notes parlaient, subtilement, de liberté, de paix, d'oubli, qui attendaient au-delà du violet septuple d'horizons étrangers. Doucement, elles chantaient à un endroit où les années n'avaient pas la lourdeur de l'acier mais la légèreté des pétales portés par le zéphyr. Là, la confusion et l'agitation du monde disparaissaient dans l'immensité du silence. Les charges de l'Empire s'envolaient comme des duvets de chardon. Là, le berger qui s'occupait de son troupeau parmi les monts déserts jouissait d'une tranquillité plus savoureuse que le pouvoir d'un roi. Tandis qu'il écoutait le musicien, une sorcellerie s'immisça dans l'esprit d'Amero. La lassitude, les devoirs et inquiétudes liées à son rang éclatèrent, bulle de rêve qui vint emporter le flot de l'été. La verdure paisible et baignée du soleil des vals enchantés, évoqués par la mélodie, s'animèrent sous ses yeux. Il était le berger, suivait des sentiers herbeux où s'allongeait une insouciance au bord des eaux calmes sans que sa tête fût percluse de pensées parasites. Il remarqua à peine que la mélodie légère avait cessé, mais la vision s'assombrit, et celui qui rêvait de tranquillité redevint un roi inquiet. « Continue de jouer. Dis-moi ce que tu désires, et joue. » Les yeux du jeune homme brillaient comme des braises dans la pénombre. « Je ne te demanderai pas de récompense avant que les âges ne passent et que s'effondrent les empires. Néanmoins, je vais jouer pour toi encore une fois. » Ainsi, tout l'après-midi, Amero fut distrait par ces airs ensorcelés qui parlaient d'un pays lointain, d'aise et d'oubli. Morceau après morceau, le charme paraissait plus puissant, et à chaque instant le roi haïssait davantage sa fonction. La grandeur même de son palais le crispait et l'oppressait. Il ne pouvait plus supporter le joug doré du devoir, enviait à la folie le sort tranquille du berger. Quand vint le soir, il congédia ses serviteurs et s'entretint seul avec le joueur de flûte. «
Conduis-moi dans ton pays, où je pourrai moi aussi vivre comme un simple berger. » Déguisé en moufti, afin que ses sujets ne le reconnussent pas, le roi quitta furtivement le palais par une poterne non gardée, en compagnie du jeune homme. La nuit, monstre informe dont le croissant de lune figurait les cornes baissées, était tapis derrière la ville, et dans les rues les flammes d'une myriade de flambeaux repoussaient les ombres envahissantes. Personne n'arrêta Amero et son guide, tandis qu'ils se dirigeaient vers les ténèbres entourant la cité. Le roi ne regretta pas d'avoir abandonné son trône malgré les passages incessants des bières chargées des victimes de la peste et les visages creusés par la famine surgis dans la pénombre comme pour lui reprocher sa lâcheté. Il ne leur prêta pas attention, car ses yeux étaient emplis du rêve d'une vallée verte et tranquille dans un pays perdu loin des remous turbides du temps, des épaves et du tumulte qu'ils charriaient dans leur sillage. Alors qu'Amero suivait le berger noir, il fut envahi d'une soudaine obscurité. Le doute, puis la stupéfaction l'ébranlèrent. Les lumières de la rue vacillèrent pour s'éteindre rapidement. La clameur de la ville laissa place à un vaste silence. Comme dans un rêve chaotique et inconstant, il lui sembla que les hautes demeures s'écroulaient sans un bruit, ombres évanescentes, et que les étoiles brillaient sur des murs brisés. La confusion submergea les sens et les pensées d'Amero tandis qu'une noire et indicible désolation lui glaçait le cœur. Il avait l'impression de trouver, au bout d'une existence vide, à la splendeur perdue, d'avoir atteint les limites de l'âge et de la décrépitude. L'air avait l'odeur de la moisissure sèche des ruines anciennes, et l'idée lui vint, obscure mais familière, que le désert régnait dans sa fière capitale. « Où m'as-tu emmené ?» Il n'obtint pour réponse qu'un éclat de rire qui tinta comme le carillon d'un tonnerre moqueur. La silhouette emmitouflée du berger se dressa, colossale dans la pénombre, changea, grandit jusqu'à prendre la forme d'un guerrier géant vêtu d'une armure noire. De curieux souvenirs se bousculèrent dans l'esprit d'Amero, et il sembla se rappeler vaguement une autre vie. D'une manière ou d'une autre, ici ou là, il avait été le berger de ses rêves, insouciant et heureux. D'une manière ou d'une autre, ici ou là, il avait pénétré dans un étrange jardin lumineux et avait mangé un fruit rouge foncé. Alors, avec la clarté des foudres infernales, il se rappela tout et reconnut l'ombre puissante qui le toisait. Terminus sortit des profondeurs de la terre. Sous ses pieds se trouvaient les dalles craquelées de la terrasse donnant sur la mer, et des étoiles au-dessus de l'émissaire annonçaient l'arrivée de Canopus, lui-même masqué par l'épaule du démon. Quelque part dans l'obscurité du palais en ruine, où avaient jadis régné les rois du Calize, un lépreux éclata de rire puis toussa grassement. Tout était redevenu comme avant le marché passé avec Tassaïdon, dont les pouvoirs infernaux avaient ramené son royaume dévasté des enfers. L'angoisse étreignit le cœur de Xitra, le suffoqua telles les cendres d'un bûcher ou la poudre de gravat amoncelée. Subtils et multiples, les raies du démon l'avaient tenté et mené à sa perte. Que toutes ces choses eussent été des rêves, des sortilèges ou la réalité, il ne pouvait le dire avec certitude, pas plus qu'il ne savait si elles s'étaient produites une seule fois ou plusieurs fois. À la fin, il n'y eut plus que la poussière, le manque et lui, doublement maudit, et qui devait se souvenir et se repentir à jamais de tous ses forfaits. Il dit à l'émissaire: « Je n'ai pas respecté ma part du marché passé avec Tassaïdon. Prends mon âme et amène-la lui, là où il est assis dans les airs sur les flammes éternelles de son trône de cuivre, car je tiendrai parole jusqu'au bout. » « Nul besoin de prendre ton âme. Reste ici avec les lépreux, ou va retrouver Pornos et ses chèvres. Comme tu le préfères, cela n'a guère d'importance. De tout temps et en tout lieu, ton âme fera partie du sombre empire de Tassaïdon.